Bonjour à toi, bienvenue sur le podcast Guerrier Zen, axé sur l'émergence de la performance en pleine conscience. Dans ce podcast, mon intention c'est d'offrir ma vision, ma perspective, mon expertise dans le domaine de la préparation mentale. Je veux t'inviter à entreprendre un voyage avec moi en tant que guerrier zen pour évoluer vers le samouraï. Le samouraï dans mon modèle, c'est l'expression de notre potentiel, qu'il soit sportif, professionnel, artistique, mais d'abord et avant tout humain. Mon nom est Guylaine, je suis préparatrice mentale, entraîneur de niveau international et athlète médaillée d'or au championnat du monde d'Ultimate de 2014. Dans cet épisode, je te présente 2 compétences fondamentales du guerrier qui vont te permettre non seulement d'augmenter ton énergie au quotidien, mais en plus de performer avec courage et avec confiance. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Très heureuse d'être avec toi aujourd'hui pour un nouvel épisode du Guerrier Zen, dans lequel j'aimerais te parler plus spécifiquement du guerrier. Personnellement, je me suis longtemps posé une question. Ça va peut-être paraître un peu étrange, mais je me demandais comment il était possible de dormir seulement quelques heures la nuit, disons 5-6 heures, puis d'être quand même énergique puis productif pendant la journée. Moi, j'ai toujours été une personne extrêmement active, proactive, efficace, des projets plein la tête. On a souvent dit de moi que j'étais workaholic, que j'étais accro à mon travail. En sport, c'était pareil. Quand j'étais gymnaste, je pouvais faire 3 passages au bar asymétrique pendant que mes coéquipières en faisaient seulement un. J'avais de la volonté, je lâchais jamais, je faisais exactement ce que mon coach me disait. Bref, j'étais très travaillante et j'étais disciplinée. Le problème, c'est que très souvent, à la fin de la journée, j'étais impatiente, j'étais fatiguée, surtout dans les périodes un peu plus stressantes, comme les périodes de compétition ou les rushs au travail. Je me sentais anxieuse, j'étais plus fragile aussi face à la critique, je devenais beaucoup plus émotive quand ça fonctionnait moins bien. Puis surtout, tous les soirs, je devais me coucher tôt pour récupérer le lendemain. J'avais absolument besoin de mes 8 heures de sommeil, c'était non négociable. J'avais un peu l'impression de courir tout le temps, de courir après quelque chose sans trop savoir pourquoi, sans trop savoir quoi, comme si j'avais l'impression d'être un peu toujours en retard. Mais la plupart du temps, je me sentais surchargée puis un peu dépassée. Puis un jour, j'ai fait une formation en ligne avec Tony Robbins. Je ne sais pas si tu le sais, mais les formations de Tony Robbins, ils durent à peu près 14 heures par jour, pendant 4 à 5 jours. Et j'ai appris qu'en plus, Tony dormait 3 à 5 heures par nuit. À chaque journée de formation, il y avait toujours autant d'énergie, il n'avait pas l'air fatigué, puis moi, je me demandais, mais comment il fait? J'étais fascinée. Sachant en plus que c'est un personnage public qui forme des milliers de gens par année, qui reçoit certainement des commentaires positifs, mais aussi des commentaires moins positifs, je me demandais comment est-ce qu'il fait pour continuer avec toujours autant d'ardeur, d'énergie, sans jamais avoir l'air de se laisser ralentir par les défis qu'il doit certainement rencontrer comme tout le monde. Et là, je parle de Tony Robbins pour donner un exemple, mais c'est pas le seul, il y a bien d'autres gens comme lui. Et il y a aussi d'autres gens comme moi. C'est là que j'ai commencé à remarquer que dans notre société, on voit beaucoup de guerriers. Des gens qui s'activent beaucoup, qui ont de grandes volontés, qui sont travaillants. Mais on peut placer les guerriers dans 2 catégories. Il y a les infatigables et il y a ceux qui ont tendance à s'épuiser à la tâche ou à être toujours un peu stressés. Donc, je me demandais, ceux-là qui ont l'air infatigables, où est-ce qu'ils trouvent leur énergie? Est-ce qu'il y aurait un moyen d'être un guerrier productif et en plus de conserver notre énergie dans le processus? Il y a quelque temps, j'ai enfin trouvé une piste que je vais partager avec toi aujourd'hui. Et pour terminer mon histoire, fait intéressant, depuis un peu plus d'1 an, je dors, on va dire 4 à 6 heures par nuit. Puis pendant la journée, je m'entraîne, je me sens beaucoup plus énergique qu'avant, puis surtout beaucoup plus sereine. Si on observe attentivement les gens qui sont hyper productifs, travaillants, déterminés, les gens qui sont inarrêtables, on peut remarquer qu'ils ont 3 qualités. 1, ils ont une grande quantité d'énergie. 2, ils arrivent à conserver leur énergie. Et 3, ils récupèrent rapidement leur énergie. Donc, les personnes qui sont très activées ont beaucoup d'énergie. Si je reviens à mon exemple avec Tony Robbins et moi, je dirais que tous les deux, on a beaucoup d'énergie. Je ne prétends pas être aussi productive que Tony Robbins, mais dans les 2 cas, on est capable d'accomplir un grand nombre de tâches en peu de temps. On est travaillant, on passe à l'action. Donc, selon moi, ce n'est pas nécessairement le niveau d'énergie qui fait la différence entre Tony Robbins et moi.
La différence, selon moi, c'est la vitesse à laquelle on dépense notre énergie, où on l'utilise, puis comment on récupère en fin de journée. Je vais faire une petite parenthèse, tu as probablement compris que quand je parle de Tony Robbins, je fais une hypothèse parce que je ne le connais pas personnellement, je ne prétends pas savoir à coup sûr, mais ça me permet d'illustrer ce que je veux enseigner. Donc le Tony de mon histoire, il a l'avantage de mieux préserver son énergie que moi, ou en d'autres mots, de la dépenser moins rapidement, puis de récupérer plus vite en 2 performances. Pourquoi? Parce que, en plus d'avoir une quantité phénoménale d'énergie, le Tony Robbins de mon histoire a un autre super pouvoir. Pour être guerrier, on a besoin de développer 2 compétences importantes. La première, c'est la capacité d'activation, ou on pourrait dire la capacité de passer à l'action. Mais l'activation, c'est quantitatif, c'est pas qualitatif. C'est-à-dire que je peux être très activée, je peux accomplir beaucoup de choses dans une journée, mais ça ne dit pas si je fais des tâches qui me font sentir bien. Ça ne dit pas si je fais des choses que j'aime, si je pose des gestes qui sont alignés avec mes valeurs, avec mes principes. Ça ne dit pas si je m'active pour moi ou si je m'active pour les autres. Ça dit simplement que je suis dans l'action. Mais si je veux utiliser efficacement mon énergie, j'ai besoin d'une autre compétence. Et cette compétence-là, c'est l'assurance. Tony Robbins, dans ma lecture à moi de sa personnalité, il a de l'assurance. Quand on est un personnage public, que ce soit Tony ou n'importe quel leader ou artiste célèbre, si on veut réellement s'épanouir dans ce milieu-là sans s'épuiser, on a besoin d'assurance. L'assurance, c'est la capacité à être soi, c'est être capable de s'affirmer, d'exprimer qui on est, d'agir selon nos valeurs, nos idéaux, nos principes, quoi qu'en pensent les autres, puis quoi qu'il arrive. Moi, je vous annonce que j'ai moins d'assurance que Tony Robbins. C'est-à-dire que je suis très active, je suis très déterminée, mais pendant ma journée, il y a des moments où je vais douter, où je vais me laisser ébranler par des commentaires, où je pourrais avoir tendance à faire certaines choses pour éviter la critique, ou il y a des moments où je vais en faire trop. Je vais hésiter, je vais être un peu prudente, je vais avoir tendance à me surpréparer ou à perfectionner un peu trop longtemps. Tout ça, ça prend de l'énergie. Donc, de l'énergie, j'en ai beaucoup. Mais si j'en dépense les 3/4 dans mes projets et le corps à m'inquiéter, à douter, à anticiper des problèmes, à me poser des questions, à me demander si j'ai fait la bonne chose, c'est de l'énergie que je ne peux pas utiliser pour autre chose. Puis, il m'en reste moins que les Tony Robbins de ce monde à la fin de ma journée. Donc, l'assurance, c'est oser avancer, foncer, c'est faire des choix, c'est prendre des décisions sans hésiter, douter, sans anticiper, sans se remettre constamment en question. Donc, si je veux devenir un guerrier efficace, je veux être à la fois activé et affirmatif. Pour pouvoir distinguer les deux, je vais appeler le guerrier qui a tendance à s'épuiser le guerrier activé, puis le guerrier qui est infatigable, je vais l'appeler le guerrier affirmatif. Il y a quelques jours, on m'a présenté une formule qui disait ceci. La performance, c'est les capacités fois la motivation, moins les interférences. Donc, la performance, ce serait les capacités multipliées par la motivation, moins les interférences. Quand on est guerrier, on a généralement les capacités puis la motivation pour agir. Le problème, c'est quand on arrive aux interférences. Le guerrier activé il a tendance à s'épuiser face aux interférences. Le guerrier affirmatif, c'est celui qui gère le mieux les interférences. Les interférences, c'est les situations qui ont le potentiel de nous distraire ou nous ralentir. Si par exemple, on pense à une station de radio, quand il y a des interférences, le son devient un peu brouillé, on n'arrive pas à capter le poste qu'on écoutait. C'est la même chose pour notre téléphone cellulaire. Quand il y a des interférences, on perd le son, on perd l'image. Dans le milieu de la performance, quand il y a des interférences, on pourrait sortir du flow, on pourrait sortir de notre zone d'efficacité optimale. Donc, les interférences, c'est les obstacles. Face aux obstacles, le guerrier activé, il va faire des efforts. Il va travailler, il va persévérer, mais ça ne veut pas dire qu'il va s'affirmer. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, le guerrier activé pourra avoir des doutes, la peur d'être critiqué, la peur d'être jugé, d'avoir l'air incompétent, de se faire prendre en défaut. Le guerrier affirmatif, lui, comme son nom le dit, il va s'affirmer. Il va prendre des décisions puis il va les assumer complètement. Il va faire des choix en fonction de ce qui est important pour lui, sans regarder en arrière, sans se demander ce que les autres pensent. Au final, le guerrier activé, il peut performer aussi bien, il peut obtenir d'aussi bons résultats que le guerrier affirmatif, mais
À quel prix? C'est un peu comme si le guerrier activé, il ramait à contre-courant. Il s'active dans une direction, il bouge dans une direction, mais sa tête l'amène dans une autre direction. Donc, au final, si je rame sur mon bateau à contre-courant, je vais avoir besoin de 2 fois plus de coups de rame pour arriver de l'autre côté de la rive que celui qui est allé avec le flot. Quand j'ai de l'assurance, non seulement je dépense moins d'énergie pendant l'action, mais en plus, je peux récupérer beaucoup plus rapidement après l'action. Si, par exemple, j'ai vécu des défis dans ma journée, puis qu'à la fin de la journée, je revois tous les moments difficiles dans ma tête, les obstacles que j'ai rencontrés, les commentaires négatifs que j'ai reçus, les erreurs que j'ai commises, les moins bonnes décisions que j'ai prises, je vais continuer à dépenser de l'énergie, puis ça va être beaucoup plus difficile pour moi de récupérer. Le processus, en fait, va être plus long, puis je vais avoir besoin de dormir plus longtemps si je veux être capable de redémarrer en force le lendemain. Donc, les guerriers qui sont les plus productifs, ils sont capables de s'activer, de s'affirmer et de vider leur esprit, de tourner la page puis de passer à autre chose une fois que la journée est terminée. Alors, si tu réalises que, comme moi, tu as besoin de développer ton assurance pour devenir un guerrier affirmatif, je vais te donner quelques conseils. Il y a, selon moi, 3 critères qui permettent de déterminer si j'ai un bon niveau d'assurance. 1, quand j'ai une bonne confiance en mes capacités. 2, quand j'arrive à accepter mes erreurs. Puis 3, quand j'ai un bon niveau de tolérance face à la critique qui provient des autres. Plus je vais travailler sur ces 3 critères-là, plus je vais être en mesure de conserver mon énergie puis de récupérer plus rapidement. La confiance en mes capacités, ça me donne de la motivation. Ça me donne le goût d'entrer en action. L'acceptation des erreurs, ça me donne de la vitesse. Puis la tolérance face à la critique, ça me donne de la résilience. Si tu as une énergie guerrière, il est fort possible que tu aies confiance en tes capacités. Tu sais que tu as ce qu'il faut pour atteindre tes buts, parce que si ce n'était pas le cas, tu ne serais probablement pas très motivé à entrer en action. Tu n'essaierais même pas. La plupart des guerriers y croient en eux, puis en ce qu'ils peuvent accomplir. Par contre, j'ai remarqué que plusieurs guerriers activés, mais moins affirmatifs, ont peur que les autres les croient incompétents. Et c'est là que les 2 autres critères entrent en jeu. Si j'ai peur du regard des autres, ça va être beaucoup plus difficile d'accepter mes erreurs, puis il est fort probable que ma tolérance à la critique soit plus faible. Mais l'acceptation des erreurs, c'est important pour le guerrier parce que ça me donne de la vitesse, comme je l'ai dit un peu plus tôt, ça me donne de l'efficacité. Si j'ai peur de l'échec ou si j'ai des attitudes perfectionnistes, je vais avoir tendance à devenir un peu plus prudente, à me surpréparer, puis ça va me ralentir. J'évite de faire ce que j'ai vraiment envie de faire. Par exemple, j'ose moins prendre certaines décisions stratégiques, par exemple sur le terrain en sport ou dans mon milieu professionnel ou pour mon entreprise si je suis entrepreneur. Je vais donner un exemple dans mon 2e sport, l'Ultimate Frisbee. Mon premier sport, c'était la gymnastique. Il y a plusieurs années, je pratiquais dans une ligue récréative depuis 1 an. Et à ce moment-là, on m'a encouragée à participer au camp de sélection annuel pour intégrer une équipe compétitive. À cette époque, je sentais que je n'avais pas encore le niveau que je voulais, puis j'ai décidé de ne pas le faire. J'ai décidé de ne pas me présenter. J'avais un peu peur de me faire refuser, puis qu'on pense que je n'étais pas très bonne. Je me sentais pas prête. Mais certaines de mes coéquipières dans la ligue dans laquelle je jouais ont décidé de se présenter au camp, puis il y en a quelques-unes qui ont été sélectionnées. Elles se sont améliorées vraiment rapidement cette année-là, puis tellement que je me suis demandé si j'avais pris la bonne décision, parce que j'aurais aimé avoir cette opportunité-là moi aussi, puis j'ai réalisé que j'aurais peut-être eu les capacités pour faire l'équipe. Donc, l'année suivante, j'ai décidé de m'inscrire, puis c'était un bon timing parce que plusieurs vétérantes quittaient l'équipe, donc il y avait quelques places disponibles. Or, comme je ne m'étais pas présentée l'année d'avant, les recruteurs ne me connaissaient pas du tout, alors que mes coéquipières s'étaient déjà fait connaître. Puis en plus, je me suis blessée quelques semaines avant les essais, ce qui fait que je n'ai pas pu faire tous les exercices au camp de sélection. On m'a aussi évaluée pour un poste dans lequel j'avais moins d'expérience, étant donné ma blessure. Donc, au final, j'ai été refusée, alors que la majorité de mes coéquipières avaient été acceptées. Ça a été un vrai coup dur pour moi. Au final, tout s'est bien terminé parce qu'en fin de saison, pour les championnats nationaux, l'équipe a fait une nouvelle sélection, puis a invité 3 nouvelles joueuses dans l'équipe, puis j'ai été sélectionnée. Mais tout ça, ça m'a fait comprendre que ma stratégie n'avait pas été optimale. Si j'étais allée au camp la première année, même si je n'avais pas été choisie, j'aurais commencé à bâtir ma réputation de joueuse. Donc, mon petit côté perfectionniste m'a ralenti à ce moment-là. Dans le milieu du travail, il y a des études qui ont démontré que les femmes avaient tendance à envoyer leur CV uniquement quand elles remplissaient tous les critères, puis qu'elles avaient 100% des compétences qui étaient requises pour le poste.
Puis du côté des hommes, ce serait différent. Selon l'étude, il y a plusieurs hommes qui osent envoyer leur CV même s'ils n'ont pas tous les prérequis. Bien évidemment, si j'envoie mon CV, même si je ne coche pas toutes les cases, j'ai beaucoup plus de chances d'obtenir l'emploi que si je n'envoie pas du tout mon CV. La peur de l'échec, de la critique ou du rejet, ça peut nous ralentir à plusieurs niveaux. Si je donne un autre exemple encore dans le milieu du travail, il arrive souvent qu'on s'empêche d'oser demander une augmentation de salaire. On a peur de se faire dire non ou on a peur qu'on critique notre travail. Si on a une tendance à être très critique envers nous-mêmes, il est possible qu'on croit que les autres font la même chose envers nous, puis on a tellement l'impression d'être imparfait qu'on commence même à se demander si on mérite l'augmentation de salaire. Puis comme on n'ose pas s'affirmer ou s'exprimer, on prend des moyens détournés. On décide de travailler fort, on essaie d'avoir des résultats exceptionnels, de se faire remarquer pour obtenir l'augmentation qu'on veut. En fait, on espère que les gens vont nous l'offrir d'eux-mêmes, mais malheureusement, c'est rarement le cas. Pour obtenir ce qu'on veut, il faut l'exprimer, il faut s'affirmer. Et qu'est-ce qui m'empêche le plus souvent de m'affirmer? Bien, généralement, c'est une difficulté à accepter les erreurs, puis un faible niveau de tolérance à la critique. Je peux arriver à accepter mes erreurs quand je choisis de croire que l'échec n'existe pas. Si je reprends les exemples que j'ai donnés un peu plus tôt, j'avais choisi de ne pas aller au camp de sélection en me disant que de toute façon, je n'allais pas être choisie. Mais dans ce cas-ci, ne pas être sélectionnée, ça n'aurait pas été un échec parce que le camp, c'était aussi une étape pour me faire connaître puis prendre de l'expérience. Je pourrais éviter de demander une augmentation de salaire parce que j'ai peur de me faire dire non puis aussi de me faire critiquer. Mais faire face à un refus, ça n'aurait pas nécessairement été un échec parce que la demande, c'était aussi un moyen de faire connaître mes intentions, mes désirs. Il est possible que dans l'année suivante, la situation soit plus favorable dans l'entreprise puis qu'on pense à moi à ce moment-là. Il y a quelques semaines, un ami qui est comédien me racontait qu'il avait fait une audition. Il avait donné une très bonne performance, mais il n'avait pas eu le rôle. Il était satisfait de lui, mais bien évidemment, il était déçu du résultat. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que quelqu'un qui était dans l'équipe avait remarqué sa performance, puis quelques jours plus tard, cette personne-là l'a appelé pour lui offrir un super contrat, le tournage d'un vidéoclip avec un chanteur québécois très connu. Donc encore une fois, se faire dire non, ça n'a pas été un échec, mais ça a été une occasion de signer un contrat encore plus intéressant. Quand on a de la difficulté à accepter l'erreur, quand on a un faible niveau de tolérance à la critique, on a tendance à adopter des attitudes de plus en plus perfectionnistes. On se dit que si on réussit à la perfection, on ne vivra pas de déception puis on va éviter la critique. Puis non seulement ça nous ralentit, mais en plus, on a moins d'occasions de développer nos compétences puis notre résilience. C'est comme pour l'entraînement physique. Si je soulève des haltères de 20 livres jour après jour pendant 1 an parce que j'ai peur d'avoir l'air ridicule si j'essaie de soulever 30 livres puis que j'y arrive pas au gym, mon corps ne deviendra jamais plus fort. Si je m'empêche d'essayer, de me tromper, d'échouer parce que je me protège constamment de l'erreur puis de la critique, je ne développerai pas les compétences ni les ressources mentales, émotionnelles comme la confiance, la concentration, l'assurance dont j'ai besoin pour pouvoir exprimer mon potentiel. Je viens de parler de perfectionnisme. Le perfectionnisme, c'est de l'action sans l'affirmation. C'est se surpréparer pour éviter la critique. En fait, il y a 2 types de perfectionnisme. Il y a le perfectionnisme sain, qui est positif, celui qui nous pousse à donner le meilleur de soi. Donc, on essaie de se rapprocher de plus en plus de la perfection. Mais il y a aussi le perfectionnisme négatif, celui qui peut nous faire du tort parce qu'il nous amène à se fatiguer, à en faire trop, puis à se critiquer sévèrement aussi. Dans son livre « L'apprentissage de la perfection », l'auteur Tal Ben-Shahar, qui est professeur en psychologie, a donné 2 noms distincts aux attitudes que je viens de nommer. Il les a appelées l'optimalisme et le perfectionnisme. L'optimalisme, c'est l'attitude saine. Quand j'adopte une attitude optimaliste, je vois ma performance un peu comme un voyage vers le sommet d'une montagne. Le sommet de la montagne, c'est mon grand but. Pas la prochaine compétition ou la prochaine présentation ou le prochain projet, mais plutôt ce que je veux globalement accomplir dans mon sport, dans mon travail ou dans mon entreprise. Pendant mon ascension vers le sommet, je vais probablement rencontrer des obstacles. Une rivière que je vais devoir traverser, un rocher que je vais devoir escalader. Ça pourrait me ralentir un peu, mais à chaque fois que je franchis l'obstacle, je me rapproche un peu plus de mon but. Donc, ce qu'on appelle l'échec, pour l'optimaliste, c'est juste une occasion de me renforcer, de réajuster ma trajectoire. Mais quand j'adopte des attitudes perfectionnistes, le sommet de la montagne, c'est pas mon grand but. C'est pas ce que je veux accomplir globalement dans mon sport ou dans mon travail.
Le sommet de la montagne, je veux l'atteindre chaque jour. À chaque fois que je fais quelque chose, je veux réussir parfaitement. Je veux arriver tout de suite au sommet. Il y a comme un sentiment d'urgence. Si je n'atteins pas le sommet maintenant, j'ai l'impression que je n'aurai pas d'autre chance. Et ça peut être épuisant. Gravir un sommet par jour, ça peut être épuisant. Et pourquoi est-ce que je dis que le perfectionnisme, c'est de l'action sans l'affirmation? C'est parce que dès que je fais face à une situation de performance, mon premier réflexe, c'est de faire tout ce que je peux pour réussir. C'est plus fort que moi, c'est comme s'il y avait un signal d'alarme à l'intérieur de moi qui s'allume et qui me pousse à bouger, à entrer en action, à vouloir exécuter parfaitement, quelle que soit la situation, sans trop me poser de questions, en fait, sans que j'aie nécessairement clarifié au préalable quelles sont mes valeurs à moi, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, puis pourquoi est-ce que je le fais. C'est comme si je laissais le regard des autres décider pour moi. J'essaie de performer aux yeux des autres. J'essaie de réussir selon les critères des autres. J'essaie de répondre aux exigences des autres. Il est possible que je connaisse bien mes valeurs puis que je sache pourquoi je fais les choses, mais si j'adopte encore des attitudes perfectionnistes, il est probable que dans les moments de grand stress, j'ai tendance à oublier mes critères pour mettre beaucoup d'emphase sur ceux des autres. Il y a quelques années, j'animais souvent des sessions d'équipe en préparation mentale en ligne. Puis chaque fois, je devenais stressée pendant 2 heures avant de donner la session. Je me préparais tellement que j'avais toujours trop de contenu. Pourtant, tout se passait toujours très bien pendant les sessions, mais à chaque fois, j'étais toujours aussi nerveuse. Puis à un certain moment, j'ai décidé de sortir de mon guerrier pour entrer dans mon zen. Dans le dernier épisode, j'ai dit que le zen, c'était en fait une discipline de l'esprit. Je te disais que le guerrier observait les situations pour agir sur les situations, puis que le zen, lui, observait les mécanismes de l'esprit pour agir sur nos pensées puis sur notre perspective. Parce que moi, j'étais fatiguée d'être aussi stressée, j'ai commencé à me retourner vers moi, revenir à l'intérieur, puis réfléchir sur mes attitudes puis mes mécanismes de pensée. Et qu'est-ce qui a tout changé? C'est qu'un matin, en me levant, je me suis dit, c'est moi qui décide. J'ai réalisé que dans le fond, j'avais le choix. Si c'était aussi stressant, c'était peut-être parce que c'était pas tout à fait ce que je voulais faire. Comme je suis préparatrice mentale, je m'étais jamais vraiment permis de me poser la question. Pour moi, ça allait de soi que je devais donner des sessions de groupe en ligne. Je vois pas ce que j'aurais pu faire d'autre. Mais ce jour-là, j'ai décidé d'ouvrir mes horizons. Et quand je me suis dit « c'est moi qui décide », j'ai vraiment senti un relâchement. Comme s'il y avait un poids énorme qui s'était soulevé de mes épaules. Puis tout d'un coup, au lieu de me sentir bloquée, contrainte, obligée, j'ai commencé à me sentir beaucoup plus libre, ça m'a redonné de la confiance, ça m'a redonné de l'énergie. Et petit à petit, j'ai commencé à me rappeler mes dernières sessions, comment j'avais pu aider les athlètes. J'ai pensé à toute l'expérience que j'avais, à la chance que j'avais de pouvoir la partager. C'est comme si, à partir du moment où je me sentais plus obligée de performer pendant la session, j'ai commencé à avoir de l'espace dans ma tête pour imaginer tout le positif que ça m'apportait, puis le positif que moi, je pouvais apporter aux autres. Puis ça a complètement changé ma perspective. Un peu plus tard, j'ai fait la même chose avec une athlète qui était très anxieuse face aux compétitions. 2 semaines avant une compétition, alors qu'elle devenait de plus en plus nerveuse, ses performances diminuaient beaucoup à l'entraînement. On a fait une pause, puis je lui ai demandé de se permettre d'envisager la possibilité de ne pas faire la compétition. J'en ai parlé avec son entraîneur, puis il était d'accord pour lui donner quelques jours pour réfléchir, puis prendre une vraie décision, sans jugement, sans attente. L'exercice a été vraiment révélateur, puis a permis à l'athlète de se reconnecter à ce qu'elle aimait des compétitions. En fait, je lui ai demandé si tu avais complètement le choix, si tu pouvais te désinscrire, puis en fait, tout est possible, si tu avais complètement le choix et si tu pouvais décider de faire ou de ne pas faire la compétition sans porter aucun jugement sur ta décision, qu'est-ce que tu ferais? Puis, qu'est-ce que tu aimes dans la compétition? L'exercice a permis à l'athlète de se libérer de son anxiété pour se reconnecter à ce qui lui faisait plaisir dans la compétition. Au final, elle a décidé de participer, puis son état d'esprit était beaucoup plus serein face à l'événement qui s'en venait. Donc, l'antidote au perfectionnisme, puis à l'anxiété qui est créée par le perfectionnisme, c'est ma capacité à me reconnecter à ce qui est important pour moi, à faire passer mes motivations puis mes désirs avant mes peurs,
Puis surtout à prioriser mes valeurs, à les faire passer avant les exigences des autres. Quand je fais ça, je pratique l'affirmation de soi. Alors, si tu veux pratiquer l'affirmation de soi, si tu veux augmenter ton niveau d'assurance, je te propose 5 clés pour y arriver. 1, c'est important de savoir exactement ce que tu veux et pourquoi face à une situation. 2, je t'invite à prioriser ce que toi tu veux sur les exigences des autres. 3, tu veux exprimer ce que tu veux en faisant des choix puis en prenant des décisions. Tes choix puis tes décisions, c'est une façon d'exprimer ce que tu veux, d'exprimer qui tu es. 4, tu veux accepter que les autres ne veulent pas la même chose que toi. On n'a pas tous les mêmes opinions, on n'a pas tous les mêmes désirs, puis on ne voit pas tous les choses de la même façon. Et 5, on veut comprendre que la critique, c'est lié à nos valeurs. Si, par exemple, j'avais peur de me lancer dans un projet de podcast parce que j'ai peur de me faire critiquer, je pourrais me demander, est-ce que moi, je suis satisfaite de ce que je fais maintenant? Il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise réponse, mais l'important, c'est de se poser la question à soi, puis d'y répondre avant de prendre en compte l'opinion des autres. Je vais m'évaluer en fonction de mes valeurs, puis c'est la même chose pour les autres. Quand quelqu'un me donne son opinion, c'est en fonction de ses propres valeurs à elle. Puis ces valeurs-là pourraient être différentes des miennes. Donc, quand je reçois une critique, c'est vraiment important de me poser la question, est-ce que je suis d'accord avec ce commentaire-là? Si je fais un changement, est-ce que c'est cohérent avec mes valeurs, avec ce que moi, je veux accomplir? Les gens, ils ne connaissent pas notre histoire, ils ne savent pas quels sont nos buts. Ils nous offrent une perspective, mais c'est à nous de déterminer si elle nous convient ou pas. Pour terminer aujourd'hui, comme dans le dernier épisode, je vais lire une citation que j'ai tirée de mon application qui s'appelle Guerrier Zen. La citation se lit comme suit. Parfois, le but de l'expérience n'est pas de faire le bon choix, mais d'apprendre à me faire suffisamment confiance pour faire un choix. Agir et s'affirmer avec assurance, c'est apprendre à faire des choix pour soi. Puis ça, c'est vraiment un apprentissage. Quand on adopte des attitudes perfectionnistes, il nous arrive d'hésiter, de se torturer parce qu'on veut tellement faire le bon choix, le choix parfait. Mais si on veut sortir du perfectionnisme, il faut apprendre à choisir, tout simplement. Que ce soit sur le plan des tâches, des décisions, mais aussi des valeurs, des idées. Si moi, je considère que j'ai bien fait, je peux écouter les commentaires des autres, mais je peux faire le choix de faire confiance à ma propre évaluation. C'est mon choix. Voilà, c'est la fin. Je te remercie pour ton écoute. Si tu as aimé l'épisode et que tu veux aller plus haut, plus loin dans ta préparation mentale, je t'invite à télécharger un ou plusieurs de mes e-books gratuits sur guerrierzen.com. Sur ce, je te souhaite de belles performances et à très bientôt.